La femme et le travail. La question reste épineuse. Et cependant, nous rencontrons tous les jours des exemples fascinants de femmes ayant réussi à garder cet équilibre entre leur vie familiale et une carrière spectaculaire. La femme que nous allons vous présenter aujourd'hui est professeure Tahani Omar, professeure de littérature à l'Université du Caire et ex-présidente de l'Université française. Outre une quantité d'activités à l'échelon national, international et des décorations. Professeur Tahani Omar, vous êtes professeur à l'Université du Caire, vous avez aussi dirigé, vous avez été à la tête de l'Université française, vous avez des activités à l'échelon national et international, des activités politiques au sein du Conseil national de la femme et autres. On aimerait suivre un ordre chronologique. Commençons tout d'abord par votre formation. J'ai commencé bien sûr des études littéraires au département de français à l'Université du Caire et puis je suis partie en bourse de documentation pour préparer mon doctorat d'État en France, mais je le suis tenu au Caire en co-tutelle avec la Sorbonne Paris 3 et l'Université du Caire. Après ceci, bien sûr, j'ai commencé à l'Université de Mansoura, puis l'Université du Caire. J'ai créé l'association égyptienne des professeurs de français avec un groupe d'amis membres de toutes les universités. Et après ceci, j'ai eu la chance d'être choisie comme déléguée permanent de l'Égypte à l'UNESCO. Ce fut 3 années intenses, très intéressantes, où j'ai appris beaucoup de choses dans différents domaines. Et entre-temps, j'avais aussi préparé le dossier pour la création de l'université française, avec le café qui était la chambre de commerce franco-égyptienne en ce temps-là, qui s'appelait le Club des hommes d'affaires franco-égyptiens. Mais j'ai laissé bien sûr le dossier académique à ce moment-là pour partir à Paris. Et une fois mon mandat terminé, c'était le moment où commençait la création effective de l'université. On m'a proposé justement ce poste et j'ai eu la chance d'être la première présidente de cette université. Et la décision d'enseigner à l'Université du Caire, c'était votre choix ou c'était le destin, le hasard? Non, en vérité, moi j'aime beaucoup lire. Et pour vous dire quelque chose qui n'est pas peut-être très connu, depuis que j'étais très jeune, j'avais envie de créer une école. Mais le bon Dieu m'a donné l'occasion de créer une université. Donc je m'attachais beaucoup à la formation, à la didactique, à la manière de faire. Et en même temps, oui, j'aimais enseigner. Donc quand j'ai eu l'opportunité d'enseigner, je l'ai fait vraiment avec cœur. Et je pense que j'y ai réussi parce que il y avait un courant qui passait avec les étudiants. Et parce que cela aussi me donnait beaucoup de joie de voir que je pouvais faire profiter d'autres personnes de ce que j'avais acquis comme notion. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier jour à l'amphithéâtre? Oui, je me rappelle que j'étais très timide à ce moment-là et que j'appréhendais beaucoup d'entrer dans la salle pour enseigner, surtout qu'il y avait plus âgés que moi. Mais ça s'est bien passé, ils n'ont pas été méchants. Je sais que c'est difficile quand même d'impressionner et de contrôler les étudiants universitaires. Que faut-il pour que le professeur universitaire puisse contenir la promotion et puisse s'affirmer aux yeux de ses élèves, de ses étudiants? Ce qui est évident, c'est qu'il faut bien préparer son cours et être vraiment maître de soi, c'est-à-dire avoir confiance en soi, qu'on connaît bien ce qu'on va enseigner. Une fois dans la salle de cours, cela vient tout seul. C'est-à-dire, si les étudiants ne sont pas vraiment au diapason, il faut essayer de les intéresser. Que ce soit par une petite anecdote ou bien pour une petite digression, en racontant certains faits, par exemple, du siècle ou autre, pour attirer l'intérêt. D'autre part, si vraiment ce sont des étudiants qui
qui vont, disons, assez facilement assimiler ce que vous êtes en train de leur donner. Il faut aller un peu plus, d'une manière un peu plus profonde pour les intéresser encore plus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi tout particulièrement la littérature? Oui, comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours aimé la lecture et j'ai commencé même très tôt de lire la littérature russe, italienne, égyptienne et autres. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que vraiment c'était plutôt le côté psychologique. Et en vérité, au début, j'avais préparé ma thèse pour le magistère sur la psychologie du couple chez Jacques Chardon. Mais j'ai eu une bourse pour le théâtre. Et on m'a dit que si je voulais avoir la bourse, il fallait que j'étudie le théâtre. Donc je suis partie, j'ai étudié le théâtre. Et on m'avait aussi imposé le XVIIe siècle. Alors j'ai choisi Molière. J'ai choisi quelque chose d'un peu comique au lieu du drame, bien sûr, de Corneille et de Racine. Le département de littérature française au sein de l'Université du Caire est très particulier. Il est limité aussi. Est-ce qu'il y a des critères d'admission? Oui, en vérité, tout d'abord, bien sûr, il faut bien posséder la langue française et avoir, disons, des notions assez suffisantes pour bâtir dessus. D'autre part, ceux qui sont choisis sont toujours les premiers de la promotion, ce qui est normal. Peut-être nous avons un côté plus, disons, féminin que masculin, puisqu'il y a beaucoup plus de jeunes filles qui viennent dans notre département. Quoique dernièrement, il y a quand même pas mal de jeunes gens qui se sont intéressés à notre département, mais quand même, il reste une minorité. D'autre part, il faut vraiment aimer ce qu'on est en train d'étudier et ce qu'on va aussi enseigner. Tout le monde sait que la littérature française est difficile. D'après vous, pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut vraiment être imprégné de la culture de la langue que vous apprenez. Si vous apprenez seulement la langue sans aller au fond des choses, vous n'allez pas comprendre l'essence de cette langue. Et nous, bien sûr, comme on a eu la chance d'être tout d'abord initiés à tout cela à travers l'école, dans une école bilingue, donc ce qui fait qu'on a les deux cultures en soi depuis le jeune âge. Donc le fait d'avoir une autre culture n'est pas tellement difficile. Et en plus, si on aime ce qu'on est en train d'étudier, comme je vous l'ai dit, on va aussi peut-être en profondeur beaucoup plus. Donc ce qui fait que quand vous êtes en train d'enseigner, vous devez donner le tout. Vous ne donnez pas seulement un aspect, ou vous ne donnez pas seulement la langue, vous devez donner le tout. Professeur Tahani Omar, est-ce que pour faire des études littéraires, il faut avoir inculqué au très fond de soi une affinité particulière, littéraire, poétique, ou c'est juste une affaire d'études? Bien sûr, il faut une certaine sensibilité et il faut aussi qu'on soit aussi ouvert à l'autre. C'est-à-dire, même dans la vie de chaque jour, il faut être conscient des personnes autour de soi et sentir un petit peu la psychologie des autres personnes. Parce que la littérature, c'est ça. C'est le côté social, c'est le côté culturel et psychologique de ce qu'on est en train de vous montrer à travers les siècles et à travers justement ce qui a créé et qui a fait ces écrivains et qui ont reflété eux aussi une société. Donc il faut être une personne qui a des atouts de sensibilité et d'éveil. Je pense que c'était une expérience tout à fait unique, celle d'importer une université française ici. On aimerait jeter un petit peu l'aperçu jeter la lumière, pardon, sur cette expérience, parce que probablement pour vous, cette expérience a différé de celle d'enseigner à l'Université du Caire. Oui, c'est sûr, bien sûr. En vérité, quand on a créé l'université, on avait un objectif très défini. Présenter un enseignement d'excellence à des étudiants qui avaient aussi une certaine acquisition de la langue. Donc, on était en train de leur présenter quelque chose qui est au diapason de l'international. Et moi, je m'étais aussi mis comme objectif d'obtenir le même diplôme qu'en France. Parce que je me suis dit, si ces personnes-là devaient partir pour avoir le diplôme, donc pourquoi ne pas avoir ce diplôme-là sur place et rester au sein de la famille, être entouré par les parents, quitte à continuer après cela s'ils veulent le magistère ou le doctorat à l'extérieur, quoique maintenant nous présentons aussi le magistère. Donc au début, ce qui était le plus difficile, c'était tout d'abord de gagner la confiance, bien sûr, des parents et des étudiants, et en même temps la confiance des partenaires, dans la sélection même des enseignants, dans la sélection des curricula et en même temps des statuts de l'université. Donc j'ai essayé de créer, bien sûr avec
toute l'équipe qui travaillait avec moi et en même temps avec le conseil d'administration, de présenter un enseignement d'excellence en Égypte et obtenir la codiplomation des universités françaises. Bon, il était évident qu'on devait choisir tout d'abord des spécialités qui n'existent pas sur le marché et en même temps essayer d'avoir le savoir-faire français et présenter un enseignement qui était digne du XXIe siècle. Donc c'était cet amalgame-là que nous avons essayé de créer. Nous avons choisi tout d'abord une faculté qui n'existait pas du tout au Moyen-Orient, qui était la faculté des langues appliquées. Et ça, c'était une formation toute nouvelle. Maintenant, il y a une autre faculté qui existe à l'Université du Caire avec la même optique, parce que enseigner les langues, des langues de spécialité, est quelque chose que le marché du travail demande. On avait fait une étude de faisabilité. En vérité, c'était vraiment la demande numéro 1 de toutes les entreprises. Nous savons que même dans notre département de français, il y a beaucoup, bien sûr, qui étudient la littérature et la langue, mais qui, après cela, soit vont travailler dans des entreprises ou des banques, et très peu vont enseigner. Par contre, si depuis le début, vous êtes vraiment spécialisé dans la langue sur laquelle vous vous penchez et après cela, vous allez travailler dans cette spécialité, vous serez bien sûr tout de suite demandé et en même temps, vous allez présenter un travail de qualité. Donc, c'est ce que nous avons fait dans cette formation. En même temps, en gestion, nous avons une faculté de gestion qui présente aussi l'informatique avec, c'est-à-dire que c'est aussi suivant la demande du marché du travail. Et l'ingénierie, nous avons commencé par, bien sûr, l'ingénierie et les nouvelles technologies. En même temps, nous voulions aussi l'environnement, avec tout ce qui est justement adapté à l'environnement de point de vue, par exemple, énergie solaire et autres, et d'autres comme la robotique, par exemple, du point de vue mécanique. Professeur Tahani Omar, il y a une sorte de cliché ou de stéréotype selon lequel la langue française est une langue qui est très difficile. Beaucoup d'étudiants, après avoir terminé leurs études scolaires, ne veulent plus en entendre parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse ? Bien sûr, nous savons que la langue française n'est pas une langue facile, elle a beaucoup d'exceptions, les règles de grammaire sont assez difficiles, la langue anglaise est beaucoup plus facile, mais il faut dire quelque chose. Tout d'abord, la langue française vous donne la possibilité d'avoir la langue anglaise très facilement. Même d'autres langues, hein, que ce soit l'espagnol, l'italien, ou même l'allemand. Comme bien sûr c'est une langue latine, donc c'est facile d'acquérir toutes ces langues. D'autre part, la langue n'est pas seulement la langue, comme je vous l'ai dit au début, c'est aussi la culture. Et nous savons que la langue française a eu un impact très important sur toute l'Europe et en même temps, elle a imprégné la pensée internationale depuis, bien sûr, la Révolution française. Donc, la langue et ce qu'elle véhicule est quelque chose de beaucoup plus profond et elle vous donne aussi un sens de l'analyse qui est très important. Et ça, je l'ai vu être demandé par les chefs d'entreprise. Ils m'ont dit, quand on a des étudiants qui viennent des écoles françaises ou bien qui viennent de l'université, et en vérité nous avons fait beaucoup de stages avec les entreprises, ils ont quelque chose qui est un plus que les autres n'ont pas. Et c'est ça qui nous plaît parce qu'ils savent tout d'abord comment présenter leur travail et comment analyser et présenter les points saillants d'un travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'acquiert qu'à la langue. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait beaucoup de dissertations, comme vous le savez, beaucoup d'exercices de présentation, et en même temps, comme un fond de cette langue-là que vous êtes en train d'étudier.
comment se fait-il qu'en Égypte, il y a quand même un concept selon lequel la langue française est une langue de filles? Même dans certaines familles, ils mettent les filles dans une école française et les garçons dans une école anglaise. C'est à cause de quoi? Disons, c'est très superficiel, cela c'est lié bien sûr parce qu'il y a beaucoup plus d'écoles bilingues françaises de filles plus que les garçons. D'autre part parce que la langue française c'est la langue, comme on dit, de la mode, de la gastronomie, mais ils oublient que la France est quand même un pays industriel, un pays agricole, qui a beaucoup d'inventions aussi dans les domaines technologiques et autres, et que maintenant ce n'est plus le cas. Mais voilà, c'est resté quand même empreint dans les idées anciennes des gens. Et qu'est-ce que cette expérience, celle de diriger l'université, vous a rapporté par rapport à l'autre expérience qui est purement académique? Tout d'abord, c'est très différent. On a géré cette université comme étant une université française. On avait des professeurs français avec les professeurs égyptiens. La plupart avaient obtenu leur doctorat soit en Égypte, soit en France, mais avec des équivalences françaises. Et en même temps, la manière de procéder dans l'université, moi j'ai essayé de la faire vraiment très à la page et très moderne. Donc il y avait beaucoup plus de cadres jeunes, il y avait beaucoup plus de travail d'équipe et en même temps il y avait une harmonie, c'est-à-dire on travaillait en tant que famille. On se concertait sur beaucoup de choses. Il y a dans toutes les facultés des réunions de travail, réunions académiques ponctuelles chaque semaine. Il y a les étudiants qui aussi ont une part importante dans la gérance même de l'université, c'est-à-dire ils viennent, ils nous présentent leurs problèmes, on essaye de répondre à leurs attentes. Il y avait beaucoup plus d'activités au sein de l'université, il y avait un côté aussi caritatif, donc c'était un tout. Ce n'était pas une université dans le sens d'une université qui enseigne seulement, c'est une qui forme aussi le caractère. Et ça, j'ai eu la satisfaction d'entendre beaucoup de familles et des parents venir me dire que vraiment, déjà dès la première année, ils ont senti comment leurs enfants ont mûri, comment ils ont un sens critique beaucoup plus éveillé. Et il faut dire qu'à la troisième année, les étudiants ont fait quelque chose, croyant mais choqué, mais je ne l'étais pas du tout. Ils m'ont invité à un film qu'ils avaient monté sur l'université et là ils critiquaient certaines choses et ils présentaient les résultats. Et là j'étais très heureuse parce que j'ai dit voilà, maintenant je suis contente, vous avez acquis ce que je voulais vous donner, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas faire, vous devez avoir votre opinion et vous pouvez discuter la chose et je suis très ouverte et d'ailleurs moi j'avais toujours une réunion chaque mois avec les étudiants aussi pour savoir comment ça se passait, outre bien sûr les réunions que j'avais avec les étudiants, j'avais avec les professeurs et avec les employés. C'était très important pour moi de voir comment ça fonctionne, à part bien sûr ce que nous faisons avec le conseil d'administration ou bien le conseil de l'université. Parlant de langue française, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une différence entre les étudiants de l'Université du Caire et les étudiants de l'Université française? C'est-à-dire c'est très différent. Tout d'abord, nous n'avons pas une faculté et un département de littérature. Par contre, nous avons à l'Université du Caire des éléments qui sont très bons. Ceux qui viennent vraiment, qui ont choisi le département et qui travaillent à fond ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, bien sûr, il y a des niveaux. On peut dire qu'il y a des personnes qui sont venues dans notre département parce qu'ils ne savaient pas où aller ou ils n'avaient pas un grand pourcentage. Donc, ils sont venus et cela, malheureusement, ils traînent un petit peu. Par contre, les bons éléments, oui, je peux dire qu'ils sont égaux. Mais l'esprit est différent. La manière de travailler est différente. Et c'est ça qui me fait de la peine parce que je suis certaine qu'avec un peu plus disons, de gouvernance de toute l'université, cette université pourrait être vraiment, bien sûr, comme elle était dans le temps, la meilleure. Professeur Tahani Omar, vous avez obtenu beaucoup de prix, on est fiers de vous. Alors, quels sont ces prix? Tout d'abord, j'ai été décorée 4 fois par la France. J'ai été bien sûr très flattée d'être choisie depuis le temps, déjà depuis que j'avais créé l'Association égyptienne des professeurs de français. J'ai obtenu tout d'abord la palme académique, chevalier des palmes académiques en 1988. Et puis après cela, j'ai obtenu l'officier des palmes académiques en 1996.
En 1999, j'ai obtenu chevalier arts et lettres. Et en 2001, j'ai obtenu le commandeur des palmes académiques, ce qui était la plus haute décoration du point de vue académique. Par contre, j'ai été, disons, choisie une fois par l'université américaine comme étant, disons, un modèle, puisque j'étais la première femme choisie en tant que présidente d'université. Et j'ai été aussi honorée par la bibliothèque d'Alexandrie, parce que j'avais beaucoup aidé juste avant l'ouverture de la bibliothèque pour la formation des libraires, des bibliothécaires, et pour aussi l'acquisition de pas mal d'ouvrages, et pour aussi des donations pour la bibliothèque. Ça, c'était pendant que j'étais bien sûr délégué permanent ambassadeur d'Égypte à l'UNESCO. J'ai été aussi décorée ou disons honorée par l'université du Caire. Une fois que j'ai terminé le travail avec l'université française et que je suis revenue à l'université du Caire, on m'a donné un prix de la faculté des lettres et un autre de l'université du Caire. D'autre part, les anciennes universités dans lesquelles j'ai travaillé ont reconnu ce que j'avais fait, parce que j'avais travaillé aussi à l'université de Mansoura, juste après que j'avais terminé mon doctorat, et j'avais fait pas mal de choses pour le département. Donc on m'a donné aussi un prix, et celle de Bani Suef où j'étais chef de département, où j'avais introduit la nouvelle manière d'étudier en français là-bas, et j'avais pu obtenir que les étudiants qui venaient d'écoles nationales ne possédant pas le français puissent après 4 ans parler un français parfait reconnu par le Centre culturel français en obtenant le DELF et le DALF. Voilà, ça en gros. D'autre part, bien sûr, j'ai obtenu pas mal de médailles de l'Assemblée nationale, la médaille de Randi, de l'UNESCO. J'ai obtenu des médailles de toutes les universités avec lesquelles j'ai travaillé, bien sûr, comme la Sorbonne, Nantes et autres. Et peut-être on aura l'occasion de les voir tout à l'heure. Professeur Tahani Omar, vous aviez aussi un apport international et des activités à l'échelon international. Que faisiez-vous? Tout d'abord, vers les années 1988, justement, j'ai été choisie au bureau de la Fédération internationale des professeurs de français, et cela pendant 2 mandats. Et entre-temps, j'avais créé aussi la commission du monde arabe au sein de la Fédération internationale des professeurs de français. Par contre, dernièrement, j'ai été choisie au conseil scientifique de l'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie. Et on m'a choisi aussi comme présidente du jury du prix que donne l'AUF pour les jeunes chercheurs francophones dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ça, c'est un prix qu'on présente tous les 2 ans pour tous ceux qui présentent des thèses ou bien des recherches qui peuvent aider les pays en voie de développement et qui mettent à contribution leur pays pour aider ces pays-là. Donc, si par exemple ce sont des pays du Nord, ils aident ceux du Sud, ou bien ce sont des personnes du Sud qui ont obtenu leur doctorat dans les pays du Nord, qui sont restés en relation avec leur pays et qui les ont aidés. D'autre part, dans l'Organisation internationale des professeurs de français, je suis aussi la présidente du jury de traduction qui s'appelle Ibn Khaldoun Senghor, qui présente un prix pour les meilleures traductions, que ce soit du français vers l'arabe ou de l'arabe vers le français, chaque année. Professeur Tahani Omar, vous enseignez aussi le diplôme supérieur de traduction, et c'est vraiment très problématique parce que d'un côté, il y a un test d'admission. Est-ce que il y a un interprète doué avec une bonne patte d'interprète ou de traducteur, ou est-ce que c'est une affaire de maîtrise de la langue et une affaire d'études et de travail? Oui, c'est sûr. Tout d'abord, nous test d'admission parce que nous voulons être sûrs qu'ils possèdent les langues, bien sûr, qu'ils vont traduire, qui est l'arabe et le français.
En principe, à l'ESIT, qui est l'école internationale d'interprétariat de traduction, ils le font dans les 3 langues, c'est-à-dire ils ajoutent aussi l'anglais ou bien une autre langue suivante. Quand on traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, on doit posséder le cœur de la langue, qui est sa culture. Si on ne possède pas des notions culturelles, si on n'est pas un bon lecteur, si on n'est pas le genre qui suit, par exemple, tous les événements politiques qui sont là, ce sera très difficile pour eux d'être des traducteurs puisqu'ils doivent être vraiment à la page et ils doivent être dans le bain culturel de ces langues-là. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut qu'ils aient aussi un très bon vocabulaire. C'est-à-dire, s'ils ne lisent pas, et malheureusement, c'est la plaie du siècle maintenant, la plupart pensent qu'avec la nouvelle technologie, ce n'est pas tellement important de lire. On ne peut pas acquérir les mots qu'il faut. Parce que c'est ça votre outil, ce sont les mots et en même temps la construction de la phrase avec laquelle vous allez bien sûr traduire. Effectivement, parmi les exemples frappants, c'est qu'il y a un étudiant, lors du test d'admission, il avait à traduire un texte de l'écrivain égyptien Yahya Haqqi et justement, il a traduit Yahya Haqqi, vive mon droit, ne sachant pas que c'était le nom de l'auteur. Donc, effectivement, c'est une question de logique aussi. Bien sûr. Malheureusement, il y a une certaine ignorance, bien sûr, et il y a aussi des gens qui n'ont jamais entendu parler de certains auteurs, qu'ils soient français ou arabes. Et comme vous venez de dire, quand même, c'est en plus un Égyptien. Donc, vraiment, ça, quand vous venez de le dire, c'est un exemple flagrant de ce que j'avais avancé. Professeur Tahani Omar, comment évaluez-vous la francophonie en Égypte? Écoutez, ce qui est très bizarre, c'est que la francophonie se porte très bien. Alors qu'à un moment donné, on avait presque baissé les bras et dit que c'est fini, on perd du terrain. Mais maintenant, il y a un regain pour la francophonie. Pourquoi? Tout d'abord, de nouvelles écoles sont en train d'ouvrir en langue française. Des écoles anglaises commencent à avoir des filières francophones à l'intérieur de leurs écoles. Des parents viennent me parler et me disent « Nous avons remarqué que, justement, quand on étudie le français, on possède encore mieux l'anglais. Et de plus, ils ont la culture. Ils ont quelque chose de plus. Nous voulons que nos enfants étudient en français. » Ça, c'est pour les petits. Par contre, pour les langues, en général, les gens commencent à s'ouvrir à d'autres langues. Parce que, tout d'abord, c'est très important. Et surtout pour nous, Égyptiens, toute cette ouverture vers l'Afrique est importante et c'est un outil important de posséder cette langue puisque eux, les langues qu'ils parlent ne sont pas des langues faciles à acquérir, sauf si bien sûr ce sont des pays anglophones. Donc le français se porte bien et il y a pas mal de gens qui continuent leurs études même à l'étranger en français. Professeur Tahani Omar, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien.